Super. Alors, on va faire comme vous savez, pour ceux qui ont des souvenirs de biologie, je vais juste ouvrir la grenouille 2 minutes, je vous montre où est le cœur, je vous montre où est le poumon, on referme la grenouille et on passe à la reste du cours. Donc, c'est quelqu'un qui est expert en cinématique graphique et en motion. Donc, en l'occurrence, c'est des créations 3D avec caméra, musique et en fait, voilà. Donc, ce sont des œuvres numériques. Et c'est ça qui est très important pour moi, c'est que j'ai été, comme tu le sais peut-être, Louis, directeur pédagogique dans une autre école qui s'appelait Éthique pour des infographistes 3D. Ce sont des artistes qui font des œuvres comme ça et en fait, leur malédiction, c'est que leur œuvre n'avait pas de sarcophage physique. C'est pas une toile, c'est pas une sculpture, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une photo. Il n'y a pas de support physique qui soutienne leur œuvre, ce n'est que du numérique, c'est que de l'octet, c'est que de l'électricité finalement une œuvre de 3D. Et en fait, eux, ils avaient une véritable malédiction, c'est que vendre leurs œuvres était quasiment impossible. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième étape de la blockchain pour les nuls. Non pas que nous sommes nuls, mais en tout cas, nous voulons nous intéresser à ce qu'il se passe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui encore, pour cette troisième édition, Daniel Villamontero, qui pour l'instant se cache. Ah, C'est bon, ça y est, je suis là. voilà, il apparaît. Quelle synchronisation extraordinaire. Tu as une porte derrière toi. Non, non, c'est à côté, elle est ouverte, d'accord. Ouais, J'ai ouvert. trouvé une porte qui pouvait s'ouvrir. Peut-être la caméra parce que je ne suis pas seul et donc du coup voilà, je vais Oui, garder oui, un peu mon intimité. t'inquiète pas de souci là-dessus. Donc, nous avons parlé dans un premier webinaire il y a quelques temps de la blockchain pour les nuls. On a commencé par expliquer ce que c'était que Bitcoin et un petit peu le reste. La deuxième édition, nous avons parlé du smart contract, c'est-à-dire que nous avons expliqué tout ce qu'on pouvait faire avec un smart contract, tout ce que cela permettait de faire, et notamment, ça a été une introduction à la finance décentralisée, Tout à fait. puisque je vous rappelle que nous avons, avec 10 dollars, fait cette opération dans un sens, puis cette opération dans l'autre, et que ceci nous a coûté à peu près 14 centimes de frais Tout à avec 10 fait. dollars. Je vous laisse imaginer, dans la finance classique, ce que cela aurait pu coûter. Voilà. Ces deux vidéos sont accessibles sur la chaîne Montaigne Conseil. Tout à Voilà. fait. Nous avons fait cela, que ce soit avec, que ce soit naturellement avec 10 dollars, on aurait pu faire ça avec 1 million, ça aurait coûté pareil. Oui, voilà. Ce qui est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas une prime à celui qui a beaucoup d'argent. Voilà. On peut aller faire tout un tas d'opérations, même avec des 100, 500 euros et Tout à ainsi de fait, suite. tout à fait. Alors Et ça, il y a, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu particulier, c'est qu'on n'est pas, enfin, surtout dans un protocole, quand on fait les transactions, c'est pas au pourcentage, c'est au fixe par rapport à l'action. Et naturellement, ces opérations ont pu être possibles sur Polygon parce qu'on aurait fait ça sur le mainnet d'Ethereum, tu sais, lui, que ça n'aura pas été pareil, hein. Voilà. Donc, en fait, Ethereum est une blockchain qui est un peu ancienne et dont le défaut endémique est les frais. Et d'ailleurs, ça va, de toute façon, on va reparler d'Ethereum puisque sur cette chaîne, il y a aujourd'hui énormément d'opérations concernant les NFT, puisque c'est né, hein, en fait, les NFT sont nés sur la blockchain Ethereum. Tout à Je fait. laisse les gens arriver, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont des questions à poser. Donc, par rapport aux questions, vous pourrez mettre vos questions, on va les traiter suivant l'ordre d'arrivée, soit pendant le webinaire, soit après le webinaire. Voilà, je laisse les gens arriver et bien sûr, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, nous serons en replay. Je me tourne vers le monteur vidéo. Donc demain, c'est bon, hein, ça sera en replay. Voilà. Et le monteur vidéo me confirme que demain, ça sera en replay avant demain soir. On peut compter sur lui. Je ne vais pas laisser le choix non plus. Voilà. Bien. Eh bien, il est 18h19. Nous avons donc laissé 4 minutes aux retardataires pour arriver. Nous sommes, si je ne m'abuse, le jeudi 28 avril et j'ai la chance d'accueillir de nouveau Daniel Villamontero, directeur pédagogique de l'école Alira Blockchain, une école que je recommande pour ceux qui ont des formations à faire dans ce domaine-là. Et nous allons aborder ce soir les NFT, tout ce qu'est le NFT et aussi ce que cela n'est pas. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, Louis, pour ton invitation. C'est le troisième épisode, donc c'est le retour du Jedi, hein, si on est sur la vétriologie. Donc, merci beaucoup effectivement pour cette invitation. On va aborder la notion des NFT. Je t'avoue, mon cher Louis, que ça a été pour moi le webinaire le plus difficile à organiser
temps, il y a des choses à dire. Et on a dû effectivement faire une sélection pour aller vraiment à l'essentiel des choses, ce qu'est un NFT et ce qui n'est pas un NFT. Effectivement, moi, je suis beaucoup attaché à ces choses-là. Alors, on va se replonger un peu sur les slides qui vont été communiqués lors des 2 premiers webinars. Et je m'arrête pour l'instant sur le smart contract très rapidement, parce qu'effectivement, quand on parle de smart contract, la majorité des gens pensent à finance décentralisée, ce qui en soi est assez vrai, hein, puisque cela permet la finance décentralisée, ce qu'on a vu au 2e webinar, des pools de liquidité, la possibilité de faire des swaps, la possibilité d'emprunter et de désemprunter. Mais globalement, ce que contient un smart contract contient un code informatique, un script, très déterministe, pas des intelligents du tout. On dit souvent que c'est des smart contracts, mais en fait, c'est simplement du code informatique comme un autre. Et en l'occurrence, dans ce code-là, on peut coder d'innombrables choses, notamment un registre de possession, dans le sens où on peut dire que telle adresse est associée à telle URL ou à telle donnée. Eh bien, un NFT, c'est juste ça. Voilà, Louis, on peut s'arrêter maintenant. Tu peux me couper la vidéo et puis on peut mettre la page de pub, c'est fini. Bon. Ça veut dire que... En fait, c'est un lien. C'est un lien. C'est-à-dire que le NFT, alors je vais même pousser le vice un peu loin. On voit toujours mon écran ou pas? Oui. Très bien. Alors, on va faire comme vous savez, pour ceux qui ont des souvenirs de biologie, je vais juste ouvrir la grenouille 2 minutes, je vous montre où est le cœur, je vous montre où est le poumon, on referme la grenouille et on passe à la reste du cours. En fait, on va juste regarder un peu le code qui contient, le code qui définit ce qu'est un NFT. En l'occurrence, on est sur l'ERC 721, puisque je suis sur les librairies d'OpenZeppelin. Donc, c'est la librairie de code qui est utilisée par une grande majorité de développeurs de smart contracts. Hein. Donc, quand vous êtes sur des applications, ce qu'on appelle le Web 3, beaucoup du code est issu de ces librairies, puisqu'elles sont éditées, sont vérifiables. D'ailleurs, on remarque que la dernière mise à jour date d'hier. C'est pour vous dire que le code est quand même très souvent mis à jour. Et nous sommes sur le fameux ERC 721. Alors, c'est un mot très, très barbare. C'est le nom de code qui désigne en fait le NFT. Et si on va sur le code Solidity de l'ERC 721, donc voilà, vous avez du code informatique. Je ne vous demande pas de le comprendre, hein, globalement, ce n'est pas vraiment le but. Mais le point essentiel, le véritable point essentiel, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle le mapping d'un ID to un approved address. Ça veut dire que globalement, non, c'est même celui-là en plus, c'est de dire à qui possède tel ID. Ça veut dire que vous avez une adresse qui est associée à un numéro. Donc là, c'est le nombre de tokens. Et là, vous avez un numéro de token, donc l'ID d'un token, qui est associé à l'adresse de son possédeur. Ce qu'on appelle le token approval ou l'adresse de son possédeur, qui est le possédeur ici, ou ce qu'on appelle l'approval. Et bien, cette ligne-là, ça définit tout ce qu'est un NFT. C'est de dire, dans le contrat... Oui. J'en reviens juste, Daniel, sur un sujet... Là, tu n'as rien. Ce que tu viens de faire comme manipulation, c'est accessible à tout le monde, si je comprends bien. Bien sûr. Voilà. Ceci est une adresse qui est sur un GitHub. C'est le code qui est utilisé pour le NFT. On peut même le communiquer dans le webinar. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'universalité de ce que l'on trouve dans les blockchains la plupart du temps, blockchain publiques, c'est qu'on a accès à l'ensemble des informations. On a vu dans les précédents webinaires qu'on pouvait avoir accès à la gouvernance, on pouvait avoir accès au code, ainsi de suite. Donc, en fait, on a la capacité de vérifier à partir du moment où on a la capacité de savoir où chercher. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, c'est le code de l'ERC20, donc c'est le code habituellement utilisé pour les NFT. Alors, bien entendu, quand un protocole NFT est déployé, il va déployer une version authentique ou éventuellement un tout petit peu mise à jour ou adaptée pour ses besoins. Mais la chose la plus principale, c'est ça. C'est de se dire qu'on va avoir plein de NFT sur ce contrat qui sont numérotés avec des ID, donc des identifiants, et que chacun de ces ID est possédé par ce qu'on appelle un owner, par quelqu'un qui le possède. Et à partir de cet ID, on va pouvoir définir un autre point. Alors je vais vous le retrouver ici, et c'est juste pour vous montrer que le point est simple et ça permet à celles et ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en code de le retrouver. Alors forcément, je ne le retrouve pas. Je vais vous le donner tout de suite. Donc, pour revenir ça, c'est-à-dire que quand on va aller dans le code, on va très simplement voir qui est. Enfin, c'est assez simple de les trouver. Quelle est l'adresse en fait qui est propriétaire. Voilà, c'est ça.
de ce NFT. Donc, quand quelqu'un dit, en fait, moi, je peux faire une copie d'écran et dire, bah, finalement, cette réalisation, je l'ai, elle m'appartient aussi, il suffit d'aller faire une petite vérification du code. Et si on a bien la preuve avec l'adresse publique, c'est très facile de savoir qu'est-ce que possède une adresse publique. Eh bien, on saura qui est le véritable propriétaire du jeton Exactement. en question. Et donc du coup, que contient ce code? Il dit que tel ID est possédé par telle adresse et qu'effectivement, ce qu'on appelle le token URI, c'est que tel ID a tel endroit sur Internet une donnée qui lui appartient. Alors je vais fermer ça pour éviter que les gens aient la tête qui tourne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ce qu'est un NFT, c'est quelque part ancré dans la blockchain une écriture qui dit que telle adresse URL est associée à telle adresse de MetaMask. Cela veut dire que telle donnée sur Internet, peu importe quelle elle est associée à quelqu'un, à une adresse. Donc que quelqu'un possède telle donnée. Et donc globalement, c'est cette chose-là. Un NFT, c'est juste un lien entre vous et cette image. Ce n'est pas l'image, c'est votre lien entre vous et cette image. Et en l'occurrence, alors c'est ça qui est très important, c'est que on va directement aborder le sujet, Louis, que tu m'as abordé juste en entrée. Tu m'as parlé effectivement des CryptoPunks pour dire que les NFT, ce n'est pas que des CryptoPunks. Et naturellement, si on vient très rapidement sur le projet des CryptoPunks, alors en l'occurrence, c'est très souvent ce qui est mis en avant, hein, c'est le projet de Larva Labs, hein, puisque c'est un laboratoire qui est connu dans le monde de la crypto. Vous avez ces petits bonhommes qu'on appelle les CryptoPunks, dont on a forcément peut-être un jour entendu parler. Louis, en tout cas, j'imagine que tes invités en ont entendu parler. Et bien globalement, en fait, ce qui se passe avec ces CryptoPunks, c'est que les médias en parlent très souvent, dans le sens où certains d'entre eux s'échangent, se vendent pour une véritable fortune. Et donc, en fait, ce que les gens disent, oui, mais attendez, c'est une simple image, je pourrais faire CTRL-C, CTRL-V et la posséder. D'accord? Bien. Prenons des œuvres d'art qui ne sont pas matérielles. Par exemple, une œuvre d'art qui n'est pas matérielle, c'est l'enregistrement numérique d'un morceau de musique. Alors, vous avez un groupe qui a fait un morceau de musique, c'est l'enregistrement cœur de ce morceau de musique, d'accord? C'est une œuvre immatérielle. Ce qui définit que cette œuvre immatérielle, donc ce n'est pas quelque chose de palpable, appartient à quelqu'un, c'est quelque part une écriture notariale qui dit que tel morceau de musique appartient à tel groupe, à tel auteur ou à telle coche comme ça. Cela veut dire que la notion de possession que nous on a dans nos sociétés, pour ceux qui ne se touchent pas, et d'ailleurs même pour ceux qui se touchent, est de dire que nous avons défini quelque part l'écriture notariale qui dit que telle maison appartient à telle personne, que tel morceau de musique appartient à telle personne, et on utilise naturellement l'écriture notariale pour pouvoir rendre cette chose-là possible. Le principe du NFT consiste à reproduire ce même modèle-là sans forcément avoir besoin de cette écriture notariale, de se dire, il suffit que je sois le premier à associer mon adresse à quelque chose qui est stocké pour retrouver une forme de propriété d'identification notariale. Et ça, on ne peut pas faire CTRL-C, CTRL-V dessus. C'est pour ça qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que le NFT n'est pas une image. Le NFT est l'écriture dans la blockchain qui associe moi à cette image. C'est ça le NFT. L'image n'est que ce qui est au bout de cette adresse-là. D'accord? Voilà. Et donc, en l'occurrence, pour le NFT, globalement, ce qui s'est passé, c'est ça. Je vais profiter du blanc, Daniel, enfin même s'il n'y en a pas eu, pour dire, quand même attirer l'attention des gens sur un élément de sécurité. Pourquoi? Parce que, si je comprends bien, à partir du moment où le NFT est un lien sur une plateforme, donc ce sont des lignes de code. Si j'ai une plateforme dont le langage est, on va dire, un petit peu faible en termes au niveau de sécurité, je peux globalement me faire pirater cette adresse et me faire voler mes NFT. Tout à fait. Deuxièmement, et ça je parle d'un cas avéré, si jamais mon contrat qui va me permettre d'émettre, on appelle ça minter, d'émettre cette propriété de lien entre cette adresse et la mienne, si le smart contract a un défaut, eh bien au moment de l'émission, au moment du mint, il se peut qu'il y ait un bug qui arrive, et là encore, si le code n'a pas été assez bien audité, ça peut être une catastrophe. Je crois d'ailleurs même qu'il y a une petite affaire en ce moment de quelques 30 ou 35 millions de dollars, quelque part, avec un mauvais mintage, si je comprends bien. Tout à fait. Une broutille, Louis, une broutille. Voilà. Alors, effectivement, ça, ce sont deux points que tu soulignes, Louis, qui sont importants. Le NFC, la seule chose qui garantit, c'est que telle adresse appartient
enfin que telle adresse est associée à telle donnée. Si dans le contrat du NFT, on peut changer de la propriété, ça veut dire je peux moi, si je possède le NFT, te le donner, Louis. C'est-à-dire que je peux quelque part dire, il m'appartenait, maintenant c'est plus moi qui est associé à ces NFT, c'est l'adresse de Louis qui est associée à l'NFT. Ce qui veut dire que le NFT, vous le possédez du moment que vous possédez votre adresse. Donc tout ce que nous avons dit en webinaire 1 et webinaire 2 s'applique aussi pour le NFT dans le sens où si vous avez des NFT de valeur, naturellement vous devez utiliser des ledgers ou vous devez utiliser des cold wallets de manière à garantir que quelqu'un ne puisse pas prendre ces NFT et vous les voler. Ça c'est le premier point. Deuxième point, comme tu l'as très bien dit, comme pour la finance décentralisée, le code du NFT est résumé dans un contrat, dans un smart contract, ce que je vous ai montré tout à l'heure en vous montrant du code. Ici, effectivement, sur le GitHub, le code est visible et c'est le code que l'on vous conseille d'utiliser. Lorsque vous allez acheter un NFT, il est donc important que vous vérifiez que le code est visible et que effectivement il a été audité et qu'éventuellement d'autres personnes des tiers de confiance vous disent qu'effectivement ce contrat de NFT est fiable, parce que dans ce code là, moi si je décide avec lui de créer une collection de NFT, on pourrait très bien écrire quelque part une petite commande secrète qui fait qu'on récupère tous les NFT qu'on a vendus. C'est parfaitement possible, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention à ces choses là. Alors comment du coup nous assurons-nous de ça? Déjà vérifier que le contrat du NFT est valable depuis un petit moment, qu'il a été audité, qu'il est visible. Donc faites un peu de recherche et faites confiance à cette personne. Et donc on va aussi parler un tout petit peu de cet aspect-là au niveau des NFT. Louis, c'est qu'on retrouve chez les NFT une notion de confiance. Prenons par exemple, voilà, qu'est-ce qui fait, alors je ne sais même pas par où commencer tellement en fait il y a des sujets. On va juste défiler différents cas d'exemples. Et si tu as des exemples aussi de NFT, d'usage des NFT, oui, on pourra les aborder et ça va vous permettre de construire une vision en fait de ce que c'est que les NFT, beaucoup plus qu'en ce qui concerne une slide. Un des premiers aspects du NFT, c'est ce qu'on appelle le stockage de ce qui est associé à l'NFT. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que permet un NFT, c'est d'associer votre adresse à une donnée. Alors par exemple, cette donnée peut être très petite. Si cette donnée est très petite, elle peut être stockée dans la blockchain. Si cette donnée est très grande, comme par exemple une image, comme par exemple une vidéo, ce qui est souvent ce qu'on voit dans les NFT, ce sont des images ou des vidéos, d'accord, et bien effectivement, cette image-là est trop grande pour être stockée dans la blockchain, ça coûterait trop d'argent à minter, puisqu'effectivement on a abordé le sujet tout à l'heure, Louis, et donc du coup, ce qui est fait, c'est que l'image est stockée quelque part sur un serveur, et en fait, ce qui est stocké dans le contrat, c'est l'URL de l'image. Cela veut dire, imaginons qu'on ait une image quelconque sur Internet, vous prenez n'importe quelle image, je pourrais quelque part écrire que telle image est associée à l'adresse de Louis, et donc je crée un NFT, et donc le NFT n'est que l'association de l'adresse de Louis à cette image-là. Bon. Si cette image disparaît, bah du coup cet NFT ne pointe plus sur rien. Tu vois ce que je veux dire, Louis ? Voilà. Ce qui aussi amène à une problématique particulière et surtout une solution, parce qu'en fait, on a des problèmes de propriété sur les images et on a déjà vu des gens qui ont fait des NFT alors en violation du droit de propriété. Et donc, les personnes ont dit, veuillez me retirer cette image, veuillez me retirer ce NFT puisque je ne vous ai pas donné l'autorisation de le faire. Si l'image est bloquée dans la blockchain et stockée dans la blockchain, vous avez vu que la blockchain, elle est incorruptible. On ne peut plus la modifier. Donc, si cette image est bien hors blockchain, c'est-à-dire que c'est un lien qui amène vers cette image, on peut encore supprimer cette image. Par contre, si cette image est insérée dans une blockchain, vous avez bien compris que le principe de la blockchain, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tout à fait. Il y a des vrais sujets par rapport à ça, sur la propriété, notamment de gens qui se sont, par exemple, qui ont créé des sacs, par exemple, qui ont créé des chaussures, qui ont créé des choses comme ça, des copies de chaussures, qui ont fait ce qu'on appelle les artefacts, et sans l'autorisation du propriétaire. Tout à fait. Et donc, dès qu'on parle de NFT, comme tu le dis bien, il y a la notion de stocker ce qui sera le NFT. Si c'est une image, où est stockée l'image? Alors à cela, il y a plusieurs solutions. La première solution, et la majorité des 13 NFT, des NFT sérieux utilisent cette solution, c'est ce qu'on appelle l'IPFS. L'IPFS est un réseau de stockage décentralisé, d'accord? Ce qui fait qu'une fois que vous avez déposé l'image par IPFS, elle ne peut plus être supprimée. Donc en fait, on retrouve d'une certaine manière, Louis,
le côté impérissable de la blockchain. Le seul défaut qu'il y a avec ce système-là, c'est que l'image est maintenue tant qu'elle est de temps en temps visualisée. Ça veut dire que c'est un réseau. Quand on stocke des images sur ce réseau-là, il ne les efface pas. Mais si à un moment donné, il se rend compte que les images ne sont pas consultées régulièrement, il va les effacer. Donc du coup, c'est un système qui est très bien, mais il ne fonctionne que si l'image est consultée régulièrement. Alors effectivement, si c'est un NFT célèbre, il est régulièrement affiché dans des galeries, ça ne pose pas de problème. Si par contre c'est un NFT beaucoup moins célèbre, eh ben en fait, ce que vont faire les propriétaires de NFT, ce que vont faire ceux qui vendent les NFT, ils vont faire tourner un petit script qui va régulièrement réafficher l'image pour dire au réseau IPFS qui est décentralisé que l'image est consultée et donc du coup qu'elle soit convaincue. Alors, parallèlement à ça, il existe aussi des blockchains comme par exemple Filecoin et d'autres existent, on ne va pas aborder ce sujet-là parce que ça devient un sujet technique, qui se spécialisent dans le stockage des images, en tout cas des images pas très gourmandes, directement dans des blockchains qui sont spécialisées pour ça. Donc en fait, c'est ça qui va être très important, c'est que mon objectif à moi et à Louis, c'est pas seulement que vous voyez où acheter des bons NFT, parce qu'on va vous en parler aussi, mais c'est que vous compreniez quels sont les véritables enjeux, quels sont les points d'attention qu'il faut avoir sur les NFT. Premièrement, je résume encore une fois, parce que c'est vraiment pour moi ce qui est important. Le NFT est associé à votre adresse, vous perdez votre adresse, vous perdez votre NFT. Deuxièmement, vis-à-vis de ça, le mécanisme d'un NFT est stocké dans un smart contract, donc vérifiez de manière directe ou indirecte, donc avec des gens avec qui vous faites confiance, que effectivement c'est le bon contrat du bon NFT que vous voulez acheter et que vous n'achetez pas un scam. Oui. Je donne un exemple très simplement pour OpenSea. J'aime beaucoup OpenSea pour aller voyager. Je fais extrêmement prudence quand j'achète un NFT sur OpenSea, qui est une des plus grandes plateformes de vente de NFT, pour la bonne et simple raison que tout le monde peut déposer un NFT. Donc vous n'avez aucune assurance que ça ne soit pas un scam. Et donc un grand pourcentage des NFT que vous avez sur OpenSea sont souvent des scams. C'est-à-dire des gens qui font des copies de NFT, donc ils reprennent l'image, ils font un autre contrat et ils le déposent. Et or, en fait, ce qui est amusant, c'est que quand vous avez deux contrats de NFT, il est extrêmement facile de savoir lequel est vrai par rapport à l'autre. C'est tout simplement celui qui a été édité en premier. D'ailleurs, ça veut dire qu'en termes de sécurité, nous avons mis en avant la problématique du stockage avec la clé privée qui est par exemple sur votre clé Ledger, mettons les Français en avant. Donc vous avez vos crypto-monnaies que vous avez sécurisées avec votre Ledger, et bien de la même manière, nous, les NFT, donc ce lien-là, c'est un token, un jeton, et que ce soit un Bitcoin, que ce soit un Ether ou que ce soit un NFT, il faut absolument mettre la clé dessus. Et donc, on a besoin absolument de votre clé privée pour pouvoir y accéder. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait connecter votre Ledger à votre MetaMask. MetaMask qui est un hot wallet, un portefeuille chaud, et Ledger qui est un cold wallet, donc un portefeuille froid. Voilà. Donc une fois qu'on aura fini ces petits fondamentaux, lui et moi, on va rentrer effectivement sur différents cas d'usage, ne vous inquiétez pas. Donc on a effectivement cette notion de si c'est des images, si c'est des choses, est-ce qu'ils sont stockés dans une blockchain? S'ils ne sont pas stockés dans une blockchain, est-ce qu'ils sont stockés sur des réseaux décentralisés? C'est-à-dire qu'on ne peut plus effacer l'image. Il y a un mécanisme qui fait que l'image ne s'efface pas. Et dernier cas, le pire des cas, le cas que je déconseille très fortement, c'est si l'image est stockée dans un drive ou dans quelque chose de complètement centralisé, bah dites-vous que le NFT n'est que l'association de votre adresse à l'URL de quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, on a un groupe de frangins, enfin une paire de frangins qui s'appelle Franck et Damien Dupont, qui ont en fait un organisme d'audit de NFT qui s'appelle OpenGem. Et en fait, leur métier, ils sont passionnés de NFT, et leur métier, en fait, c'est d'explorer les différents smart contracts qui existent. Et donc, ils vont vérifier effectivement que les smart contracts, donc on a différents types de NFT d'audit, ils vont pouvoir en fait donner des notations sur les différents smart contracts qui existent. Donc, vous avez par exemple le projet Sorare qui a fait la plus grande levée de fonds, qui est à 80 sur 100. Et donc, vous pouvez voir tous les scores des différents projets parce que eux, ils sont allés décortiquer tous les projets NFT et ils ont dit voilà, ce projet NFT, eh ben, il est bien parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il est bien parce qu'il a mis ces trucs-là sur l'IPFS. Par contre, attention, là, il y a ce petit problème-là et ce petit problème-là. Donc, on a déjà une communauté qui existe. Alors, eux, ils font ça. Effectivement, c'est leur site qui fait cela. On a effectivement, voilà, il y a des projets NFT. Par exemple, le fameux
FTFT, enfin ce fameux projet en fait de basket qui vous permettent de gagner de l'argent quand vous marchez. Il y en a plein des projets comme ça qui sont marqués. Ils n'ont pas d'excellentes notes parce qu'en fait, ils ont découvert que certaines données associées à cet NFT étaient propriétaires de quelqu'un. Donc, si vous avez un NFT qui est juste votre adresse, qui est pointée vers une donnée qui peut être manipulée par quelqu'un, bah, votre NFT en soi a beaucoup moins de valeur. C'est-à-dire que votre NFT n'a de la valeur que la confiance que vous avez dans celui qui possède la donnée qui peut les manipuler. Or, on a vu l'intérêt de l'IPFS, et quand on dépose l'image, personne de plus ne peut la manipuler après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi qui va être très intéressant, c'est d'avoir cette vigilance-là, d'aller vérifier effectivement que sur OpenGM, le projet est marqué là-dessus. Alors s'il est absent, ça veut dire qu'il n'a pas encore été audité, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mauvais. Hein. Et une fois qu'on a ces assurances-là, on va regarder un peu qui s'y met. Et ben, à la plus grande surprise, Panini a lancé sa collection de NFT. Ça, c'est quelque chose d'assez amusant. Et on va pouvoir aborder avec lui les différentes catégories de NFT qui existent. Qu'est-ce qui fait qu'un CryptoPunk vaut une fortune? Qu'est-ce qui fait que des gens sont prêts à payer une véritable fortune, plusieurs dizaines d'Ethers, parfois même beaucoup plus, pour dire que je veux posséder ce CryptoPunk? Et bien en fait, la réponse est très simple, c'est une notion de collection. CryptoPunk est l'une des premières applications de NFT de l'histoire du NFT, c'est une des premières. Donc en fait, c'est une véritable pièce de collection. C'est comme si par exemple, je sais pas, vous avez une marque de vélo, vous avez un type de vélo. Eh ben, imaginons qu'on peut avoir des collections où par exemple la première série, les 100 premières vélos sortaient de l'usine pour des collectionneurs par une véritable fortune. Ça peut être pareil pour d'innombrables choses. Enfin, j'imagine oui que l'avidité de la collection humaine n'a pas de limite, mais c'est pareil pour des timbres. Il existe des timbres qui sont tirés à très peu d'exemplaires. Il y en a qu'une centaine qui ont été les premiers, qui étaient des timbres tests, qui ont été sortis pour tel pays. Bah, aujourd'hui, ils valent une véritable fortune. Tout simplement parce que des collectionneurs voient l'aspect historique de la possession de ces objets-là. Et on a eu une population qui a fait fortune avec les crypto-monnaies, donc ça c'est complètement évident. Et pour eux, le CryptoPunk est un acquis social de valorisation sociale, comme une Rolex, comme un tableau rare, comme une bagnole de sport, parce qu'il se dit, voilà, moi je possède un bout de l'histoire des NFT dans le monde effectivement du numérique. Et pour ces gens-là, cet objet-là a autant d'importance sociale que de posséder ce qui sont les marqueurs sociaux de richesse que Lou et moi on connaît très bien et qui font plus consensus dans notre société. Il y a Gonzague Granval qui intervenait il y a un mois et demi sur 10 ans dans la blockchain, qui a commencé avec Bitcoin et qui aujourd'hui travaille sur des NFT avec sa société Skim, disait si à une époque un publicitaire a dit qu'on avait raté sa vie il y a 50 ans si on n'avait pas une Rolex au poignet, aujourd'hui pour notre génération c'est d'avoir un Bored Ape sur son Apple Watch au poignet. C'est une autre manière de voir les choses. C'est un autre marqueur de richesse, disons les choses clairement. En tout cas, les deux réflexes, la base quand même de tout ça, c'est quand même l'ego. Voilà, hein, c'est quand même quelque chose qui est basé sur soi et sur le regard que les autres peuvent avoir sur soi. Comme beaucoup de choses immatérielles. Disons les choses clairement, hein, beaucoup de choses immatérielles ont de la valeur qui sont liées à l'ego. Donc effectivement, il y a cette notion de collection. Ce qui veut dire que oui, si vous demain vous faites une collection de singes, des photos de singes et que vous en faites des NFT, bah non, vous n'allez pas les vendre à 1 million parce que ce NFT de singe ne symbolise rien pour d'autres personnes, alors qu'il pourrait effectivement symboliser pour la communauté, et c'est un acte social de rendre de la valeur à quelque chose. Alors après, la question qui va se poser, c'est de se dire, oui d'accord, on a compris que cette chose-là est rare, et qu'effectivement elle peut valoir de l'argent. Je peux faire CTRL-C, CTRL-V, comment ça se fait que le NFT soit une forme de propriété? Alors, on va retomber sur le même travers qu'on avait quand on a des colons qui sont arrivés dans le continent américain et qui sont venus en fait avec comment on appelle ça, avec des papiers pour dire que ces terres m'appartiennent et qu'en face, ils avaient les populations indiennes. Pour les populations indiennes, le fait que la possession des terres soit écrite dans un bout de papier était complètement incohérent. C'est-à-dire qu'on a eu un choc civilisationnel qui consistait à dire comment ça se fait que la propriété des pierres s'écrive dans un bout de papier et pas par la tradition orale. Ça veut dire que eux avaient une logique de tradition orale pour transmettre la possession des terres et des lieux. Nous, occidentaux, en tout cas, on avait une écriture notariale pour désigner ça. Ben, le NFT devient une autre forme d'écriture notariale.
qui dit que cryptographiquement, telle adresse est associée à telle donnée et c'est immuable. C'est-à-dire que si c'est sur une blockchain sérieuse, personne ne pourra jamais revenir dessus. Le premier à avoir l'inscrit, donc on aura un eurodatage. Donc en fait, c'est une autre forme d'associer la propriété. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? C'est la société d'en juger, d'accord? On n'est pas en train de juger l'Indien ou le colon américain pour dire est-ce que c'est le bout de papier ou la tradition orale qui devait donner raison de la possession des terres. En tout cas, les armes ont parlé quand parfois il y a des problèmes. Mais en l'occurrence, voilà, on est dans cette même logique-là. On a cet outil numérique et en fait, on va donc retrouver plein de modèles de collection parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, l'association à l'immatériel est très très différente. Louis et moi, on a un certain âge et effectivement, on a une certaine, on a du vécu, on a de l'expérience et on a un certain attachement matériel, d'accord, qui n'est peut-être pas le même attachement que beaucoup d'autres générations ont. Aujourd'hui, par exemple, je dis à quelqu'un, tu vas perdre tout ce que tu possèdes matériellement. C'est peut-être plus difficile que dire que tu vas perdre tout ce que tu possèdes numériquement. C'est-à-dire votre compte, vos mails, votre compte Facebook, toute votre possession numérique, vos photos. Ça veut dire si on met d'à côté pour certaines personnes tout ce qu'ils possèdent numériquement, je retire le pognon, hein, je retire l'argent qui aujourd'hui est immatériel. Mais les objets matériels et les possessions numériques, bah, c'est pas évident que tout le monde préférait les possessions matérielles aux possessions numériques. Et donc, cette notion d'appropriation de possession numérique a un certain sens pour une partie de la population parce qu'elle n'est pas sujette à l'usure. C'est-à-dire que, disons clairement, mes neveux aujourd'hui préfèrent avoir un NFT que d'avoir une image. Voilà. Ils préféraient avoir un Panini NFT qu'un Panini en papier. Parce que le Panini en papier, ils peuvent le perdre, ça va se détériorer, le copain de classe peut le piquer, etc., etc. Alors que le Panini NFT, il aura toujours sur lui d'une manière numérique et il possédera toujours à lui. Donc c'est pas toujours évident comme ça de se dire que parce que quelque chose a une empreinte matérielle, je sais que c'est socialement pas toujours évident à comprendre, mais pour beaucoup de populations, la possession numérique des choses est aussi importante que la possession matérielle des choses. Un autre point, par exemple, sur lequel je pourrais revenir, il y a Steve Wozniak qui a dit il n'y a pas très longtemps que Bitcoin était mathématiquement pur. C'est-à-dire pour les informaticiens et pour les passionnés de numérique, ce qui est prouvé cryptographiquement a une notion de réalité à peu près comparable à ce qui est matériellement vrai. D'accord ? Donc voilà, c'est pour cela en fait qu'on doit comprendre en fait l'origine du NFT vient de ça. Et si ça marche aussi bien, c'est parce qu'au fond de la sociologie humaine, il existe ces reliquats-là. Voudrais-tu rajouter quelque chose, mon cher Louis, ou continuons-nous l'exploration de ce monde merveilleux? On va continuer. J'avais une pointe d'humour, mais je vais la garder pour plus tard, pour que ça tombe. Voilà. Voilà. Alors globalement, voilà, l'idée c'est que à partir du moment où on associe une adresse à quelque chose, numériquement stocké ou directement dans la blockchain, eh ben en fait les possibilités pour moi sont infinies. Donc on peut refaire les panini. Sorare est une forme de panini sur le fait qu'on crée des équipes de foot un peu comme les cartes de panini, à la différence qu'on peut affronter les équipes entre elles. En plus il y a des jeux, il y a un gaming qui est associé dessus. Alors on va pas aller sur Sorare parce qu'il est assez connu, mais moi j'aimais bien faire le parallèle avec Panini qui lui-même se met sur les NFT. On va aborder par exemple d'autres sujets, c'est le NFT qui gagne de la valeur par un procédé qui est très classique, qui est très connu, c'est la dédicace. Donc on a Autograph, qui est une collection de NFT dans lequel on va avoir des NFT qui ont la signature de célébrités, de personnes connues, qui vont en plus de ça prendre des objets comme si ça avait été des t-shirts, ce sont des t-shirts numériques, vont associer une écriture, voilà, une petite dédicace comme ici par exemple, et donc cet NFT va avoir de la valeur puisque d'une certaine manière, numériquement, une célébrité lui a augmenté la valeur par cette signature-là. Donc en fait, on peut retrouver tout ce qui pouvait donner de la valeur à un objet, même numériquement, et par exemple, le cas d'autographe est relativement parlant. Alors, un autre point que je dis souvent aux apprenants, c'est que tout ce qui pouvait être mis dans un bout de papier peut devenir un NFT. Je vous donne un exemple, moi j'aime beaucoup aller sur des concerts, j'aime beaucoup le théâtre aussi. Et en fait, j'adorais et j'adore toujours collectionner les pièces de concert et les pièces de théâtre parce que c'est un objet, voilà, je les regarde, je suis content. Ah, tu te rappelles, c'était le concert que j'étais là avec machin et machin, donc voilà. Le seul problème avec ça, c'est que je les perds
c'est qu'il s'use. C'est que quand je déménage, je sais plus où j'ai mis la boîte de chaussures, où j'ai mes places de concert. C'est un véritable cauchemar pour moi. Et ben, par exemple, on a un moyen de gérer la ticketing du ticket par du NFT. Par exemple, on a Ticket 721, il vous propose de gérer votre événement, vous créez un événement, donc une conférence, on aurait pu avec lui faire en sorte que pour s'inscrire au webinaire, il fallait acheter un NFT, il fallait posséder un NFT qui vous permette d'y accéder. On a aussi quelque chose de beaucoup plus classique qui est Test Chain, qui permet de gérer en fait des places de concert par des NFT. Alors l'avantage des places de concert par des NFT, c'est comme c'est distribué par l'entreprise, on évite d'acheter des faux tickets, des fausses places de concert falsifiées à l'entrée des concerts, par exemple. Et puis, on va pouvoir numéroter en disant que la place numéro 1, eh bien, celle-là, elle va valoir plus cher que la place numéro 255. Tout à fait, tout à fait. Et au-delà de cela, vous pouvez, par exemple, si à un moment donné, vous avez votre place de concert parce que vous l'avez reçue et tout ça, vous pouvez la transférer à quelqu'un d'autre, vous pouvez les revendre beaucoup plus facilement. On a tout un autre système qui existe. Et par exemple, on peut imaginer des places de concert à vie. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de concerts comme ça qui vont créer des NFT relativement chers, qui vont dire, voilà, avec cet NFT, vous pouvez venir à tous nos concerts. Jusqu'à que le groupe se dissolve ou jusqu'à mort des détenteurs. Donc on peut créer de très nombreux usages. Tout ayant droit qu'on pouvait donner avec un bout de papier, on peut parfaitement le faire sur un NFT, associer l'adresse cryptographique de quelqu'un, qui est une forme d'authentification de la personne, à quelque chose qui donne accès éventuellement à des services. Donc naturellement, le prix de cette place de concert à vie dépendra de la prestigiosité du groupe en question, de sa hype à ce moment-là. Est-ce que c'est un groupe qui est jeune et très en vogue? Est-ce que c'est un groupe où on dit il n'y a plus qu'un ou deux concerts qui vont être faits et tout le monde s'en fout? Voilà, la place du concert va être associée pas à la valeur d'un NFT tout court, mais tout simplement au service auquel il permet d'y accéder. Comme un ticket de concert, ça a la valeur du spectacle, sinon ce n'est qu'un vulgaire bout de papier. C'est ça qui est important dans un NFT, c'est ce n'est qu'une vulgaire donnée. Donc on va associer la valeur qu'on veut lui donner. Un autre exemple, par exemple, c'est l'identity passport. C'est des notions qui commencent à arriver peu à peu et qui vont être associées à des NFT, qui sont en fait des notions d'identité. Cela veut dire que, par exemple, pour pas rentrer dans les détails, Quadrata, son objectif à lui, c'est de créer des notions de carte d'identité qui permettent d'accéder à des choses. Des notions de carte de fidélité, des notions de dire, bah voilà, avec cet NFT-là, j'accède par exemple, c'est un abonnement premium pour tel service, un abonnement premium pour tel service, et que je mets en fait mes fidélités associées à ce passeport-là, par exemple. Et en fait, pourquoi on se dit, oui, mais ça, on pouvait le faire avant? C'est très juste. Vous pouvez faire des cartes de fidélité numérique bien avant la blockchain, c'est très juste. Sauf qu'en fait, que garantit le NFT? Le NFT garantit que personne ne peut vous l'enlever. C'est-à-dire que vous l'avez reçue, elle est associée à votre identité, et si demain l'entreprise, si demain Quadradata disparaît, le NFT est toujours valable et d'autres services peuvent encore se greffer dessus. Ça veut dire qu'on enlève le tiers de confiance, on ne dépend pas de quelqu'un pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Alors naturellement, vous avez une carte de fidélité pour un magasin qui a disparu, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, personne ne vous enlève cette fidélité-là. On peut aussi prendre l'exemple d'une création monétaire que les gens ne voyaient pas forcément, sont les points de fidélité, les miles et ainsi de suite. Puisque, en fait, quand on faisait des miles, c'est un actif, c'est de la création monétaire, puisqu'on crée de la valeur. Et aujourd'hui, si par exemple le groupe Accor, quand on va dans les hôtels Accor, on gagne des miles, enfin des points de fidélité, il est évident que si demain on mettait ça sur une blockchain, quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai tant de points de fidélité, mais j'ai pas l'occasion de pouvoir en profiter, alors que quelqu'un en profiterait. On pourrait même trouver une valeur marchande à ces points de fidélité et une valeur d'échange. Et là, il y a un point supplémentaire, alors que voudrait ou ne voudrait pas organiser les choses, mais quelqu'un peut vouloir organiser les échanges de prestations de cet ordre-là. Tout à fait. Alors, moi j'aime bien plutôt parler de carte de fidélité dans le sens où on a un pourcentage de réduction. Parce que dès qu'on parle de points de fidélité ou de miles, on aurait tendance à dire que le RC20 et le token d'utilité seraient plus adaptés. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, on peut très bien faire en sorte que les tokens qui sont tes sortes de miles soient associés à un NFT, qui est le tien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, tu ne puisses pas éventuellement les donner à quelqu'un d'autre puisqu'ils sont donnés qu'à toi, par exemple. Alors celui-ci, je le connais un peu moins bien. Mais c'est aussi la possibilité d'associer des NFT à des fans. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez avoir
comment on appelle ça, une star, un créateur, enfin une célébrité, eh ben on peut, par exemple, lui peut mettre à destination de ses fans une cinquantaine, une centaine, 300, 400 NFT qui sont destinés à ses fans et qui peuvent effectivement le linker d'une certaine manière à lui, comme s'il avait par exemple distribué, c'est exactement comme s'il avait distribué 300, 400 posters en disant voilà, je les sors pour mes fans, il n'y en a que 300 et ainsi de suite. Donc on crée de la rareté. Alors ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que le principe du NFT, c'est qu'on peut créer de la rareté numérique. Vous vous rendez pas compte à quel point, c'est comme pour le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, c'est de la rareté numérique. C'est-à-dire on peut faire en sorte qu'une donnée soit rare, qu'un JPEG soit rare. Pas le JPEG, le nombre de liens associés à ce JPEG. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que la subtilité, qui est inscrite dans le smart contract. C'est là où il y a la subtilité. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, oui, je peux faire CTRL-C, CTRL-V sur l'image. Bien entendu. Mais tu ne peux pas faire un CTRL-C, CTRL-V sur le NFT. Donc les NFT ne sont pas des images. Les NFT sont ce qui lie votre adresse à cette image. C'est un espèce de contrat de propriété. Et on ne peut pas faire le CTRL-C, CTRL-V sur le contrat de propriété. Alors, on aurait pu aborder ça quand on a abordé la DeFi la dernière fois, Louis. C'est utiliser des NFT comme étant des collatérales de liquidité. Ça, à partir du moment, imaginons que Louis et moi, on se dit qu'on fait partie d'une génération, on n'a pas envie d'avoir une Rolex, on a envie d'avoir un CryptoPunk. Donc voilà, avant un certain âge, on décide d'avoir tous les deux un CryptoPunk pour se la péter dans le métaverse parce qu'on aura un CryptoPunk. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc du coup, on pourrait se dire, on a ce CryptoPunk, on le possède, mais il a une véritable valeur marchande. Donc je pourrais me dire, on a envie d'emprunter une certaine somme de crypto, et comme garantie, on met ce CryptoPunk qui est reconnu par l'écosystème pour ayant une véritable valeur marchande. Et ben, c'est exactement ce que fait NFTFI. Cela veut dire qu'il y a des collections d'NFT qui sont reconnues comme ayant une véritable valeur. Et on va dire, tu as un CryptoPunk, d'accord, on va prendre la plus petite valeur des CryptoPunks. Parce qu'il y en a plusieurs des CryptoPunks qui ont des gueules différentes et qui sont plus ou moins chers. Et ben, on va prendre la plus petite valeur, et donc tu as le droit de prendre un emprunt collatéralisé à cette valeur de CryptoPunk. Et si tu ne rembourses pas au bout d'un certain délai, eh ben, c'est comme si vous avez mis en gage une Rolex, on garde la Rolex. Ça veut dire que ce principe de dire qu'on met en gage une Rolex pour emprunter de l'argent et qu'il faut rembourser, eh ben, on peut le faire avec un NFT. Donc le NFT devient un objet de valeur. Alors je tiens à attirer votre attention sur un petit point fiscal. Oui, je sais, ce n'est pas forcément prévu. Mais quand je mets des crypto-monnaies en contrepartie d'un emprunt, en collatéral d'un emprunt, c'est d'une manière, si j'ai un bitcoin ou un autre bitcoin, tu comprends, Daniel, que ces bitcoins sont totalement fongibles entre eux. Puisque un bitcoin vaut exactement un bitcoin et que tu aies un bitcoin A et moi un bitcoin B, à partir du moment où c'est un bitcoin, c'est exactement la même chose, c'est fongible. Alors qu'un NFT est un bien unique. Nous sommes d'accord que si je te prête un NFT, je voudrais que tu me rendes mon NFT. Si je te prête mon CryptoPunk, je veux que tu me rendes mon CryptoPunk. C'est la différence. Ils ne sont pas équivalents entre eux, tout à fait. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre je te prête une bouteille de Volvic et je te prête ma voiture. Tu peux me rendre une autre bouteille de Volvic, je ne serai pas perdant. Par contre, il faut que tu me rendes ma voiture. Eh bien, en matière fiscale, il s'agit de la différence qu'il y a entre un prêt à consommation et un prêt à usage. Or, un prêt à consommation est considéré comme une cession. Et donc, pour beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils font parfois ce qu'on appelle des back loans, des prêts qui sont mis en garantie, enfin qui sont possibles par la mise en garantie de jetons, eh bien là, on aurait normalement une fiscalisation à hauteur d'une cession. Alors que dans le cadre d'un NFT, qui est un bien lui-même non fongible, on est dans le cadre d'un prêt à usage et non pas un prêt à consommation. Et là, dans ce cas de figure, nous n'avons pas de fiscalité qui s'applique. Voilà, petite note fiscale qui n'est pas sans conséquence parce que c'est assez ignoré. Ah oui, quand même. Et tu l'as expliqué bien mieux que ce que j'aurais pu faire. Voilà. Mais parce que j'ai utilisé les connaissances d'un très très bon avocat fiscaliste que je cite ici et que je remercie pour ses lumières, qui s'appelle Dominique Laurent et qui est un garçon d'une grande compétence sur ce sujet. Eh ben voilà. Tu as bien raison. Mais du coup, il n'est pas dans ma liste des invités pour les Talk Alira, il va falloir que je fasse ça, Louis. Hein. Je peux te recommander, je peux te mettre en contact. C'est si merveilleux que tu le dis, il va falloir qu'on prévoie de le... Alors en plus, il faut que je me dépêche parce qu'on est plein jusqu'à novembre. Donc là, bientôt on arrive à Noël. À Noël, je ne mets pas n'importe qui, attention. Bien. Un cadeau. Alors, on en a beaucoup entendu parler. Pour l'instant, on a parlé quand même de NFT qui sont relativement inertes
Cela veut dire que le CryptoPunk est par nature inerte. C'est-à-dire que globalement, vous avez un CryptoPunk, puis c'est tout. Ah, bien. Et on a des NFT que des protocoles ont donné une valeur, comme par exemple le fait de pouvoir le collatériser. C'est-à-dire que le CryptoPunk ne permettait pas de collatériser de l'argent, mais un contrat a permis de prendre un CryptoPunk et de proposer un collatéral. D'accord? Après, on a des NFT qui sont directement sujets à fonctionnalité d'amélioration. Et l'un, effectivement, des plus connus, c'est cette fameuse paire de godasses. On peut acheter un NFT en paire de godasses. Et on peut, du coup, si on marche avec lui un certain nombre de kilomètres, pouvoir gagner un certain nombre de tokens. Je me souviens même plus du nom du token. Bah tiens, Louis, puisque tu en possèdes un, est-ce que tu peux nous résumer l'usage? Alors, moi, j'ai mis un mois à trouver un code que j'ai eu hier, donc je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. J'ai mes sols, j'ai mes Solana qui sont prêts à pouvoir acheter ce qu'il faut, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore là. Voilà. Je t'en dirai plus la semaine Voilà, prochaine. effectivement, voilà, ça c'est un usage qui est intéressant. Ça veut dire, bon, on va avoir par le NFT et par la création monétaire que les cryptos permettent, de plus en plus de choses qui sont 3 petits points to earn. Ça veut dire play to earn, ça veut dire simplement qu'il y a des jeux où vous jouez, vous gagnez de la crypto. La récompense est de la crypto. Que cette crypto vienne par des partenaires qui font de la publicité, que cette crypto vienne d'un moyen un peu Ponzi par celles et ceux qui achètent du matériel, on redistribue à celles qui jouent parce que du coup ça permet de maintenir le jeu. Il y a plein de manières. L'argent des ventures capitalistes aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières indirectes d'amener de l'argent, peu importe d'où ça vient, mais en gros vous jouez, vous gagnez de l'argent. On a aussi ce qu'on appelle le farm to earn, ça c'est bien connu, hein. Mais on a aussi maintenant le walk to earn. C'est-à-dire qu'effectivement, ce système-là, si vous avez cet NFT-là et paramétré correctement, alors je suis un peu ignare là-dessus, hein, mais il y a tellement d'amis à moi qui en parlent, bah, vous pouvez effectivement marcher, on va repérer que vous marchez et vous allez être récompensé pour ça. Et plus on court vite, plus on touche. C'est ça. Dans mon équipe, il y en a qui courent là. Alors, il y a d'innombrables manières avec lesquelles effectivement cet argent arrive. Elle vient notamment de celles et ceux qui achètent de nouvelles godasses. Donc, il faut faire un tout petit peu attention. Il faut mettre un tout petit peu de disclaimer là-dessus. On a parfois des choses qui ressemblent à des Ponzi. Oui. C'est-à-dire qu'on a parfois des mécanismes. Alors, certains d'entre eux sont totales, et du coup voués à perte tôt ou tard. D'autres, c'est une partie du mécanisme, mais il est contrebalancé par d'autres choses, donc ça passe. D'autres, il y en a beaucoup moins. Mais c'est très facile pour un projet crypto, s'il n'est pas étudié, d'en faire un Ponzi parce que c'est tentant. Voilà. Ça veut dire que les gens qui arrivent et qui achètent des godasses financent celles et ceux qui marchent avec des godasses. D'accord ? Donc, il faut bien réfléchir dans ce type de projet, deux types de projets, ce qu'on appelle les tokenomics, c'est-à-dire l'économie des jetons, comment ça fonctionne. Et puis, comme nous sommes quand même dans une contrainte économique, hein, et c'est pas parce qu'on est sur la blockchain qu'il n'y a pas de contrainte économique, il faut voir quel est le modèle économique du système, c'est-à-dire quand est-ce que ces gens-là gagnent de l'argent. Et quand vous achetez une paire de godasses et qu'on vous dit qu'en un mois elle est remboursée et que le mois suivant vous commencez à gagner de l'argent, vous dites bon, alors attendez, ça c'est très bien, je veux bien, mais alors quel est le modèle économique de Stepin? Et donc, d'où vient l'argent que je gagne là? Voilà, il vient d'où l'argent que je gagne? Et donc ça, c'est toujours la question qu'on doit se poser de manière générale dans la blockchain, dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a des revenus en jeu, c'est-à-dire quel est le modèle économique et comment cela se fait-il que je gagne de l'argent? Exactement la même chose que je disais sur BFM hier, quand on a un token qui va me donner, parce que je le bloque, donc je le stack, il va me donner 30% de revenus, il faut quand même que je me pose la question sur comment on peut avoir ce 30% de revenus, quelle est la durabilité de ce 30% de revenus, quelle est la durabilité de cet écosystème, et je reviendrai après sur la durabilité des blockchains et des NFT qui sont associés à ces blockchains. Tout à fait. Et on avait abordé ce sujet, je ne sais pas si tu t'en souviens, Louis, la dernière fois pour le webinaire 2, pour les poules de liquidité, en disant que quand on fait un swap, il y a des frais de transaction qui récompensent celles et ceux qui mettent à disposition. C'est-à-dire que quand il y a effectivement un mécanisme qui vous permet de faire gagner des cryptos, d'où vient cet argent? C'est une question primordiale. Ce n'est pas une question piège, c'est une question primordiale. Alors, on a aussi des cartes Pokémon disponibles pour le métaverse. Voilà, c'est vraiment le principe de vous dire que tout ce qui existait comme méthode de collection peut revoir une autre forme de vie par le principe du NFT. Et c'est là où il y a un point essentiel. Et c'est vraiment un point essentiel. Je pense que quasiment tous les webinaires qu'on fait ensemble, lui, peuvent se résumer à ça. La blockchain permet de faire mieux ce qu'on pouvait faire avant. Permet aussi de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
D'accord? Faire un pool de liquidité, on pouvait le faire avant. On appelait ça un bureau de change avec une entreprise qui mettait de l'argent. Ce que permet la blockchain, c'est de faire en sorte de créer un bureau de change communautaire et dont les frais de transaction sont répartis entre ceux qui apportent la liquidité. Donc tout ce qui existait comme mode de collection, comme mode de création artistique peut se retrouver effectivement dans la NFT puisqu'elle permet de faire parfois mieux ce qu'on pouvait faire avant. Alors là-dessus, j'ouvre une toute petite porte mais que je referme tout de suite puisqu'on a un autre type. Question, hein. Dans 10 minutes, on va ouvrir aux questions, donc il ne faut pas. D'accord, donc je vais. Alors du coup, je vais zapper ça. Je vais mettre du coup trois petits coups de cœur. Mardi dernier, j'ai présenté un projet qui s'appelle Together UKR, qui est un projet qui permet de participer à des actions humanitaires liées à l'Ukraine. C'est un projet qui est amené par un Algérien, donc par un étudiant d'Alira, comme un ancien comme Louis. Et donc, du coup, je voulais un tout petit peu le mettre en avant parce que leur principe à eux est très simple. Vous pouvez faire un don à une association qui est identifiée rigoureusement et légalement identifiée comme étant une action humanitaire liée à l'Ukraine. Vous avez un petit don minimal de 0,06 Ether, c'est 150 € à peu près. Et vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Donc c'est un don que vous faites. Vous recevez un petit NFT qui est un petit bonhomme unique qui est un remerciement d'avoir fait le don. Et pour les 100 ou les 200 donateurs les plus élevés, vous recevez une vraie œuvre d'art qui est faite par un artiste ukrainien qui participe à l'opération. Ça veut dire qu'un ensemble d'artistes ukrainiens ont créé des œuvres spécialement pour ce don-là. On est exactement dans le gala de charité où effectivement on va donner d'un don et ceux qui reçoivent les dons reçoivent des récompenses, enfin des œuvres d'art en échange. Donc c'est un projet qui me tient à cœur effectivement et qui a été présenté il n'y a pas longtemps et que je trouve vraiment très beau. Donc Mint Together UKR. Un autre projet qui a été mis en avant semaine dernière, c'est mon 4e webinaire de la semaine, je suis fatigué, oui. Donc hier, qui est un projet qui est porté par Leila et Hamza, qui sont deux anciens des promotions, un développeur et une chef de projet très talentueux, qui est un réseau social qui s'appelle MyNFT, dans lequel effectivement les photos que vous allez réaliser, vous pouvez en créer des NFT. C'est-à-dire que vous faites une photo de vacances, l'application directement vous permet de la transformer en NFT et donc de pouvoir la transférer à quelqu'un d'autre, gagner en fait pouvoir ce qu'on appelle le post to earn, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui la like, vous recevez des petits tokens qui vous permettent de participer à une DAO derrière. Donc voilà, on est dans un mécanisme de NFT qui a une utilité. On a des NFT qui sont associés à la musique, bien entendu. On a même des NFT qui sont associés directement à la musique sur la blockchain. Cela veut dire que ce sont des morceaux de musique dont les partitions et les sons initiaux sont tellement simples que l'on peut les mettre entièrement dans la blockchain. Donc vous ne dépendez pas d'un espace de stockage. Donc c'est de la musique qui est un peu numérisée, d'accord? Donc je communiquerai à Louis tous les liens de cela pour qu'effectivement vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Donc là c'est pareil, vous pouvez acheter un morceau de musique, hein, ils ne sont pas extrêmement chers. Alors si on va sur OpenSea, ils peuvent être achetés comme les autres. Donc en l'occurrence, voilà, on a des morceaux de musique qui sont quand même à un Ether, hein, donc c'est pas donné, mais qui sont des créations uniques faites par des musiciens. Qui effectivement sont des morceaux de musique complètement uniques que vous pouvez acheter et posséder. Alors, deux autres coups de cœur, il y a MintUp. MintUp est une start-up française, hein, donc entièrement française, qui va permettre à des start-up et à des entreprises d'être accompagnées pour proposer des NFT associés à leurs produits, associés à leur création. Donc, si par exemple vous êtes une entreprise qui va créer, je ne sais pas moi, Louis, des ordinateurs. Alors, vous avez un nouveau type d'ordinateur qui va arriver. Vous pouvez les prévendre et donc vous allez créer 1 millier de NFT qui ont la valeur un peu réduite du prix auquel l'ordinateur va être vendu. Alors ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un gadget, ce qu'une startup pourrait vendre. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez acheter le produit moins cher et vous avez un NFT qui représente ce produit. Et vous pouvez soit décider de revendre ce produit à quelqu'un d'autre parce que peut-être que la hype du produit va augmenter et qu'en fait ce produit vaudra plus cher parce que du coup la prévente se passe bien. Soit vous pouvez burner ce NFT, c'est-à-dire détruire ce NFT et recevoir le produit final. Soit vous pouvez, dans certains mécanismes, par exemple, mettre ce produit en collatéral puisqu'il a une véritable valeur marchande, ou éventuellement stacker ce produit-là, puisqu'on pourrait imaginer des startups qui vont proposer des NFT pour aider un projet
et les bénéfices du projet vont à celles et ceux qui possèdent les NFT sous une forme de stacking. Donc en fait, on a un incentive, c'est-à-dire que l'entreprise, une partie des bénéfices vont aux possédants de cet NFT, un peu comme si c'était des dividendes d'un projet. Et bien sûr, ceci est juridiquement valable et naturellement sans danger. Et ils auront un token qui s'appellera le MEP, qui va être effectivement un token qui représente la participation à ces protocoles-là avec des DAO éventuellement pour pouvoir décider du projet qui va être là-dessus. Donc le NFT va devenir un véritable outil. Alors là, je vous mets l'alpha. Ça veut dire que si vous allez sur le site, vous êtes tombé là-dessus, le site va être disponible dans 1 heure. Ça veut dire que le compte Twitter a été ouvert aujourd'hui. Hein. Donc je les ai contactés, ce sont des personnes que je connais et ils m'ont dit attendez, est-ce que je peux vous mettre en avant? Je les mets en avant parce que c'est en alpha, donc on est sur un projet qui vient d'arriver. Et ils cherchent des investisseurs, petit clin d'œil pour lui et ses amis. Ils cherchent des investisseurs. Alors, je finis avec une note romantique parce que je voudrais vous parler de Fumigène et après on passera aux questions. Pourquoi je vous parle de Fumigène? Parce que Fumigène est une véritable histoire de comment on fait quelque chose qui n'était pas possible avant. Fumigène est tenu par des professionnels qui font de la curatelle, ça veut dire des gens qui géraient avant une galerie d'art. Ce sont des experts de l'art qui avaient des artistes, notamment principalement des artistes digitaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette galerie d'art a failli fermer à cause du Covid, puisque naturellement, il y a la fermeture. Enfin, avec l'épidémie du Covid, il y a naturellement les visites qui étaient interdites. Donc, il y a beaucoup de galeries d'art qui sont trouvées dans une situation extrêmement délicate. Et Fumigène a survécu grâce aux NFT. Cela veut dire qu'ils ont créé une galerie NFT. Donc là, on est sur la V1, on aura d'ici quelques mois la V2. Ils ont fait une galerie NFT avec de véritables artistes qui ne font que des NFT que pour cette galerie d'art et qui refont d'une certaine manière le même travail qu'ils faisaient pour une galerie d'art classique. Donc si on va par exemple sur certains designers, alors il y en a naturellement beaucoup. Et je parlerai un tout petit peu de l'affection toute particulière que j'ai pour les designers artistiques. Alors bon, tiens, Prémature, qui est un Italien qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà, on a effectivement des œuvres qui sont créées. Alors ce sont des œuvres vidéo, donc ça c'est des montages photos qui sont faits avec de la musique. Donc c'est une véritable œuvre d'art numérique. Alors on va pouvoir en trouver plein d'autres. Hein. Donc je pourrais passer, vous imaginez bien, la journée dessus. Donc je vais vous faire une petite sélection. Il y a Pedro, tiens, c'est un espagnol, Pedro, que j'aime beaucoup. Comme je suis espagnol, je mets en avant un tout petit peu l'art. Donc c'est quelqu'un qui est expert en cinématique graphique et en motion. Donc en l'occurrence, c'est des créations 3D avec caméra, musique et en fait voilà. Donc ce sont des œuvres numériques. Et c'est ça qui est très important pour moi, c'est que j'ai été, comme tu le sais, peut-être Louis, directeur pédagogique dans une autre école qui s'appelait Éthique pour des infographistes 3D. Ce sont des artistes qui font des œuvres comme ça. Et en fait, leur malédiction, c'est que leur œuvre n'avait pas de sarcophage physique. C'est pas une toile, c'est pas une sculpture, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une photo. Il n'y a pas de support physique qui soutienne leur œuvre, ce n'est que du numérique, c'est que de l'octet, c'est que de l'électricité finalement une œuvre de 3D. Et en fait, eux, ils avaient une véritable malédiction, c'est que vendre leurs œuvres était quasiment impossible. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui garantissait que telle donnée numérique appartenait à telle personne. Et donc pour eux, le NFT, ça a été une véritable bénédiction. Donc, pour tous les artistes numériques, le NFT est une véritable bénédiction parce qu'il leur permet de vendre leur œuvre comme n'importe quel autre type d'artiste. Et je vais mettre, alors du coup... Tu m'avais parlé aussi d'un airdrop, Ah oui, alors en l'occurrence, je les ai contactés cet après-midi, parce que je les connais très très bien, c'est vraiment une véritable histoire d'amour professionnel entre eux et moi. Et en l'occurrence, donc Unglen qui est arrivé il n'y a pas longtemps, donc une œuvre magnifique. Là, on est vraiment... ça a l'air bête comme ça, mais c'est une véritable œuvre d'art. Ce sont des mois et des mois de travail. Et en l'occurrence, voilà, vous avez... l'IPFS qu'on a expliqué tout à l'heure, donc ce sont sur des serveurs décentralisés. On peut aller vérifier au niveau du contrat. Donc là, on a l'enregistrement IPFS qui donne accès effectivement à la vidéo dans lequel il y a ce qu'on vient de voir. Et on a aussi l'enregistrement. Donc Polygon, c'est le même truc qu'on avait vu la dernière fois, tu te rappelles, pour voir les principes du NFT. Stipuler que la transaction et que le NFT est bien gravé et qu'il appartient actuellement à telle adresse. Donc pour l'instant, il n'est pas vendu. Voilà, sur l'adresse en haut de Daniel, il y a marqué Polygon Scan. Et donc, Polygon Scan, c'est le scan de la blockchain Polygon, comme Etherscan, c'est le scan de la chaîne Ether, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que chaque fois que j'ai quelque chose sur une blockchain, et j'en profiterai pour rajouter un petit bout, eh bien, je peux aller vérifier quelle adresse possède, qu'est-ce qu'elle possède, et je peux même aller voir son historique. Ce qui veut dire aussi que je dois faire attention quand j'achète un NFT de savoir sur quelle blockchain cela se situe. Pourquoi ? Parce que non que la blockchain disparaisse ou ait un gros problème de hack, est-ce que je vais garder mon NFT ? Eh bien, il y a de grandes chances que non.
Voilà. Alors effectivement, si une blockchain disparaît, alors Polygon pour qu'il disparaisse, il faut vraiment y Non, aller mais au 20 mm. D'accord? C'est quand même une blockchain principe. C'est quand même une des capitalisations les plus élevées. oui, Il y a une valeur financière beaucoup plus élevée qu'artistique au sein de Polygon. oui, Alors le choix ça. de Polygon est extrêmement simple. C'est d'ailleurs un choix écologique. Mm. Puisqu'effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle les blockchains green. Et au-delà de cela, on voulait aussi que les artistes puissent minter gratuitement, parce que globalement, ils peuvent minter gratuitement. On peut transférer une œuvre artistique. Donc voilà, on a notre artiste qui est Kinetic Graphics, qui est spécialisé dans les boucles sans fin. Donc vous avez une vidéo de 20 secondes que vous pouvez visualiser tout le temps. Alors je la mets parfois en fond d'écran. Si un jour j'achète un NFT, ça risque de pas trop durer, je pense que c'est celui-là. Parce que j'ai déjà échangé avec l'artiste, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, qui est, enfin voilà, il a d'autres œuvres, hein, parce que c'est quelqu'un de connu, et on a effectivement, il est spécialisé en fait dans les boucles sans fin en fait, donc il va créer une œuvre qui peut être vue indéfiniment, et donc globalement voilà, c'est une œuvre artistique comme une autre, et c'était pour moi très important de vous les mettre en avant, et comme l'a dit Louis, et on finira là-dessus. Ils ont été tellement contents de savoir que je les mettrai en avant lors de ce webinar et connaissent Louis et ils l'aiment bien aussi. Et ils nous ont proposé de nous faire un petit airdrop. Cela veut dire pour celles et ceux qui n'ont pas de NFT et même pour celles et ceux qui en ont, cela dire en passant. Mais en tout cas, il faut participer au webinar, il faut être présent. Attention Louis, je te laisse garant de cela. Oui. Si vous communiquez votre adresse, une adresse dans laquelle vous voulez effectivement recevoir, on va créer un petit NFT très simple, Fumigène / Montaigne Conseil par exemple, quelque chose de très simple. Donc c'est une image très très simple. Ça n'a pas une véritable valeur marchande, c'est pas une œuvre d'art, mais ça va quand même être fait par un designer, par un artiste qui va faire ça pour le plaisir et proposer effectivement une espèce de carte de collection tirée à usage limité. C'est-à-dire que tu vas nous donner le nombre d'adresses qu'on a et on ne tirera pas une de plus, pas une de moins. Et effectivement, ça sera un petit souvenir que vous pourrez garder. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre première NFT. Donc du coup, envoyez l'adresse de votre adresse de wallet. Donc une adresse MetaMask. Hein, Je suis en train de capturer les présents. Je suis en train de capturer les présents. Donc il n'y aura que les présents qui auront accès. Voilà. Donc vous communiquez, vous n'êtes pas obligé de communiquer maintenant. Alors attendez bien. Vous n'êtes pas obligé de communiquer maintenant en public dans le chat parce qu'effectivement certains d'entre vous sont pudiques, mais j'imagine Louis que tu as peut-être un moyen qui puisse te contacter. Non, mais, avec Louis, d'ici 1 ou 2 semaines, on fera la liste et puis voilà. Vous avez mon adresse, tous ceux qui sont présents, vous avez mon adresse dans la liste des présents. Et moi, de toute façon, comme j'ai fait une copie d'écran des gens qui sont présents à l'instant où on a annoncé cela, et bien ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh bien je sais que je suis capable de vous retrouver pour vous donner le lien. Et c'est le petit plus, non pas William Sorin, puisque William Sorin c'est un petit moins, mais en tout cas c'est un petit cadeau. On l'a gardé pour la fin, et voilà. Et sachant que moi je vais vous montrer aussi autre chose, je vais essayer de partager l'écran. C'est pendant bon, du coup que tu partages l'écran et que tu passes sur autre chose, voilà. C'est aussi, c'est vraiment bien que vous compreniez, c'est que le NFT, même si la possession, le lien va sur le fait qu'il n'y ait pas de confiance parce que c'est sur la blockchain, le fait que l'œuvre d'art, c'est une œuvre originale et qu'elle a vraiment été créée pour le NFT, là c'est de la confiance. Et de la même manière que vous allez aller chez un galeriste pour acheter une véritable œuvre d'art, c'est pareil, il faut passer par des professionnels de l'art, même en NFT, pour avoir de véritables œuvres d'art en NFT. C'est pour ça que, en général, je fais confiance à Fumigène pour ça. Voilà. Donc, je voulais vous montrer Unstoppable Domains. Unstoppable Domains, c'est un fournisseur de services divers sur la blockchain. Et ce que j'ai fait cet après-midi, alors je ne vais pas vous le faire en direct parce que c'était des manipulations un tout petit peu plus longues, mais vous pouvez voir ici que dans mes transactions, puisqu'on voit ici mes transactions, eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un mintage. J'ai minté une adresse qui s'appelle montaigneconseil.crypto. Le domaine est ici. C'est un nom de domaine que j'ai acheté une fois pour toutes. C'est-à-dire que j'ai dépensé $40 pour acheter un nom de domaine. Et ce nom de domaine, je n'aurais pas besoin de le payer tous les ans. C'est-à-dire que je l'aurai là et ce NFT correspond à un nom de domaine. Vous voyez, c'est pas forcément une image puisqu'on a dit que c'était un lien. Et dans mes domaines, eh bien, vous voyez, il va falloir que celui-là est minté, montaigne-conseil.crypto, et il me reste froissart.crypto et montaignepatrimoine.crypto
que je vais pouvoir minter, qui ne sont pas encore, vous voyez, ils sont not minted, ils ne sont pas émis, le lien n'est pas créé. Vite, je vais me dépêcher pour les prendre avant toi. Cela, oui. Non, tu ne pourras pas, parce que Unstoppable Domains les a coincés, tu ne peux pas les minter avant moi. Ah, bien vu. Et donc, c'est une manière de montrer que, vous voyez, ce n'est pas forcément une problématique particulière. Enfin, ce n'est pas qu'une image, vous voyez, ça peut être tout à fait autre chose. Je peux gérer une liste de fidélité. On associe une adresse à une donnée. L'image est un exemple parmi d'autres. Et je vais te redonner. C'est pas une image, c'est une vidéo. Hein. C'est des NFT vidéo que je n'avais pas d'image. Voilà. Donc, je vais te redonner la main pour la fin parce que tu avais ton image sans fin qui était très sympa. Donc, si tu peux la remettre maintenant, le chat où les questions sont ouvertes. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous précise aussi par rapport à ce monde des NFT. Daniel et moi, nous ne sommes pas des spécialistes des NFT, de tous les sites de NFT. Par contre, on sait vous dire ce qu'il y a derrière techniquement, ce que ça représente techniquement, ce que ça entraîne techniquement, la prudence qu'il faut avoir quand on va acheter un NFT. On vous a dit que c'était quelque chose sur lequel vous pouvez avoir accès au code. Vous pourrez revoir la vidéo pour bien vous préciser quand vous allez acheter un NFT les choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, j'ai un petit contre-jour. Et donc, voilà, tous nos webinaires sont pratiques. C'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné reprendre un morceau pour aller, quand vous devez passer à la pratique, dire bah tiens, à propos, qu'est-ce qu'on a fait, voyons voir qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ce à quoi ils nous ont demandé de faire attention. Et n'allez pas sur n'importe quel site. OpenSea, soyez prudents parce qu'il y a de tout. Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup Fumigène dans l'approche parce que OpenSea, c'est le bon coin. Hein. Enfin, il faut bien comprendre qu'OpenSea, c'est le bon coin. Voilà. OpenSea, et on trouve des choses. Il y a des CryptoPunks sur OpenSea, il faut bien avoir conscience. Oui. Mais OpenSea, c'est le bon coin. C'est-à-dire que globalement, tout le monde peut poster. Donc, comme tout le monde peut poster, est-ce que ce qui est posté est juste? Alors, je vais donner un exemple très simple. Si on est par exemple sur cette œuvre-là, et que vous allez sur le fameux polygone qu'on a vu tout à l'heure, vous avez le numéro du contrat. Il y a un smart contract qui crée les NFT. Hein. C'est pas comme ça jeté dans la blockchain. Et si on va sur le smart contract qui est ici, vous voyez, déjà, vous voyez qu'il y a toutes les transactions, toutes les créations qui ont été faites, d'accord? Et vous avez effectivement accès aux différents codes qui servent pour le NFT. Donc là, vous avez Fumigène NFT.sol. C'est-à-dire que le code est publié et que donc du coup, n'importe quel expert peut vérifier et se dire, ok, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas un truc qui supprime vos NFT et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si à un moment donné, on vous donne le lien du NFT sur du contrat, que vous l'avez ici, et que sur Polygon, vous voyez que le contrat n'existe pas, bah, c'est hyper dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une arnaque, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vérifier que c'est juste. Donc, je pense qu'au début, il faut vérifier OpenGem. Vraiment noter, je vous l'ai mis dans les questions OpenGem, je pense que dans le chat, c'est vraiment une référence à noter, parce que ça vous donne un premier élément. Et puis, d'ailleurs, en l'occurrence, Fumigène est en train de se faire auditer par OpenGen à l'instant où je parle. Ils sont en train actuellement d'être dessus. Je cherche là où il n'y a pas de contre-jour, mais le dernier. Je trouve ça devient bien le contre-jour avec une lumière derrière toi, il y a un petit côté divin. Là, tu as une auréole de lumière, c'est magnifique. Non, mais plus tard, quand je serai plus de tout le monde. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez des possibilités de poser vos questions par écrit, si vous voulez, ou dans le chat. Si jamais vous vouliez poser une question autre que par écrit, si vous voulez par exemple la poster, absolument là, vous avez un problème, vous voulez mettre en audio, bah, dites-nous, on peut vous donner la parole aussi si jamais il fallait. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas content, vous pouvez le dire. En tout cas, nous, on a fait du mieux qu'on pouvait pour vous donner accès à un domaine. Sur lesquels, un domaine dont on entendra parler longtemps, mais avec peut-être des hauts et des bas et des valorisations qui ne sont pas forcément toujours stables. Voilà, parce que je pense qu'on a eu des très grosses valorisations. Est-ce que ça sera toujours le cas dans quelques mois? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire qu'on a été clair. Et qu'on était bien. Oui. Voilà. Je vois, il y a déjà un remerciement pour quelqu'un qui me remercie déjà pour le premier NFT, parce que c'est son premier NFT. Ah bah voilà. Et en tout cas, nous, que vous soyez en
En replay, voilà, en replay, on est désolé, vous n'aurez pas ce NFT unique, mais il faut bien sûr que il y ait une petite prime au direct. Et vous C'est ça. savez que justement, l'intérêt du NFT, c'est de donner des Et, primes et, à certains. et au-delà de cette notion de... Enfin, on utilise aujourd'hui le terme de NFT, vous voyez qu'on l'a répété 12 fois. Je fais partie de ces gens-là qui pensent que dans 10 ans, on n'utilisera pas le terme parce que ce serait anodin. Oui, C'est-à-dire que le fait d'associer une adresse numérique qui sera votre adresse de wallet à quelque chose, c'est basique, hein. Enfin, votre nom machin associé à quelque chose, nos sociétés sont basées dessus, hein. Nationalité ou possession ou droit ou compte ce que vous voulez. Enfin, notre nom associé à une donnée, c'est la base, d'accord? ouais. Alors j'ai une Donc, question, j'ai une question assez drôle. On me dit à quand le land Montaigne sur Sandbox. On sait, honnêtement, hein, je me suis posé la question. je sais qu'on Je est me en suis train de posé la réfléchir question de sérieusement savoir. pour aller. Ouais, je me suis demandé si on allait avoir le land. Et je sais pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai d'autres. Enfin, je peux me tromper, hein, mais on a d'autres priorités. On a d'autres priorités. Je vous fais une confidence puisque c'est plutôt aller faire un nœud sur Tezos aujourd'hui notre priorité. Voilà, on veut être validateur Tezos. Voilà, Alors, je c'est fais ça. une petite primeur. On annoncera probablement rapidement quelque chose entre nous et Tezos aussi. Bon, très bien. Mais en tout J'en dis cas, pas nous, plus. J'en dis pas plus. voilà, on devrait avoir assez prochainement notre nœud, ça c'est un point important. Et puis ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez pu voir la petite chose que je vous ai dit en termes de fiscalité. Et sans rien vous cacher non plus, on travaille aujourd'hui sur cette problématique de fongible non fongible, puisque vous avez vu qu'il y a des implications fiscales non négligeables sur cette question-là. Et j'étais hier dans une entreprise très intéressante qui s'appelle TransChain pour discuter de possibilités de NFT par rapport à des problématiques fiscales. Il faut marcher sur des œufs, bien sûr, mais il y a des enjeux clairs par rapport à cette problématique de tokens fongibles et de tokens non fongibles. Donc, de token qui est fongible, c'est-à-dire que l'un vaut l'autre, alors que celui qui est non fongible, il a cette unicité. Et du coup, vous avez pu remarquer que fiscalement, c'est pas traité de la même manière. Voilà. Eh bien, pour ceux qui sont présents ici, on va boire un petit verre à votre santé. Et puis pour les autres, eh bien, on vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup d'avoir été présent, soit eh bien, en ligne, soit en replay. Et puis, suivez notre chaîne Montaigne Conseil. Vous verrez, il y aura plein de nouveautés. Vous pouvez aussi me suivre sur BFM tous les 4 mercredis et vous me verrez bientôt sur Grand Angle Crypto. Voilà. Au revoir à tous. Merci encore, Daniel. Et, Merci à toi, Louis, enfin, de m'avoir laissé cette opportunité. et puis, J'espère effectivement que grâce à ces 3 webinars, ces choses-là seront un peu moins nébuleuses pour l'immense majorité d'entre vous et que vous n'aurez pas peur de rentrer dans l'eau avec nous parce que l'eau est bonne. Voilà. exactement. Voilà, n'oubliez pas votre crème solaire. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt.